Bienvenue dans notre magazine Santé Plus dédié à la sensibilisation et aux informations utiles sur le Covid-19. À chaque édition, une réponse précise et complète vous est donnée par rapport aux questions que vous vous posez et que vous nous posez. Alors que les perspectives de sortie du confinement demeurent incertaines, des sujets tels que l'immunité développée par le sujet déclaré positif, ensuite guéri, restent inconnus. Êtes-vous protégé si vous avez été malade? Si oui, combien de temps? Eh bien, ce sont les questions auxquelles nous allons répondre avec notre docteur Moumouni Niaoné, consultant en santé publique. C'est dans Santé Plus Covid-19 et si on écoutait les experts. Bonjour et bienvenue docteur. Bonjour. Alors docteur, alors qu'au début de la crise, certains pays ont préconisé faire entrer le virus sur leur territoire, parce que avait-on supposé que lorsque un patient ou un sujet était déclaré positif, développait la maladie, il était insusceptible de retomber malade. Alors à ce jour, peut-on dire qu'on est immunisé lorsqu'on attrape le coronavirus? Bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être encore aujourd'hui avec nous pour discuter du coronavirus. Il faut savoir que jusqu'à présent, les données montrent que les gens ont été déclarés, sont tombés malades, déclarés guéris, et après ils ont encore été testés positifs. Ce qui fait qu'on est encore dubitatif, on ne pense pas qu'il y a une immunité totale lorsqu'on a été infecté à coronavirus. Et justement, certains pays ont essayé ça, mais beaucoup ont déchanté, comme par exemple la Grande-Bretagne, le Néderlande, la Hollande, mais ils ont rapidement déchanté. Au bout de combien de temps peut-on espérer voir apparaître les anticorps développés par les sujets guéris? En fait, quand tu es infecté, immédiatement l'organisme commence à mettre en œuvre tout ce qu'il faut, le système immunitaire, pour que tu puisses guérir. Et il n'y a pas, je n'ai pas à ma connaissance un délai particulier au cours duquel le système immunitaire réagit. Mais ce que je sais, c'est que dans les 14 jours qui suivent le contact avec le virus, vous commencez déjà à développer les mécanismes pour en guérir. Et comme je le disais tout à l'heure, puisque les gens ont été déclarés guéris et qui sont encore revenus testés positifs, on peut supposer qu'il n'y a pas d'immunité totale et que les gens retombent malades. Maintenant, il y a des recherches même actuellement qui sont faites sur le plasma des gens qui ont été déclarés guéris. C'est-à-dire on prélève le plasma, on essaie de voir est-ce qu'en transfusant les anticorps à d'autres personnes, le plasma à des patients malades, ils peuvent guérir plus vite et mieux. Donc c'est encore sur le point des hypothèses et on n'est pas encore très sûr. Mais est-ce que ces patients-là, déclarés positifs, ensuite guéris, testés à nouveau positifs, sont susceptibles soit de développer une forme sévère de coronavirus? On ne sait pas vraiment, parce que comme je l'ai dit, il faut d'abord réaliser que Covid est une nouvelle maladie. Et pour établir des connaissances sur une maladie, parfois il faut assez de recul. Si vous regardez par exemple les données actuelles, on va vous dire que on n'a pas beaucoup de notions sur la grossesse. Absolument. On n'a pas beaucoup de notions sur comment coronavirus, Covid-19 agit sur les enfants et tout. C'est pas parce que ça ne fait rien, c'est parce qu'on n'a pas assez de données pour s'exprimer sur la question. Et les questions que vous me posez sont aussi du même ordre. Il faut assez de recul pour savoir ce que ça va donner. Mais les quelques malades qui ont été déclarés guéris et puis qui sont retombés malades, ils ont manifesté la maladie. Mais on suppose qu'ils sont mieux protégés que les autres qui n'ont jamais été touchés. Mais on ne sait pas pendant combien de périodes ils sont protégés. Et ces patients-là ne doivent pas être amenés à croire qu'ils ne doivent pas respecter les gestes barrières.
Parce qu'il faut toujours continuer dans ce sens. Alors, bien sûr que si tu as été déclaré guéri et qu'on te fait croire que tu es mieux protégé que les autres, tu peux avoir tendance à dire comment c'est fini quoi. Et c'est une erreur, puisque dans la mesure où lorsque tu tombes malade, tu deviens encore un potentiel risque pour les autres. Et un potentiel risque qui fait que les gens peuvent continuer à développer la maladie dans ta communauté. Donc les gens doivent rester responsables, même s'ils sont déclarés guéris, parce que c'est comme ça qu'on pourra vaincre la maladie. Ce que vous devez savoir, c'est que le virus ne reste pas indéfiniment dans le corps des gens. Quand tu as été testé positif, même après guérison, quelques temps après, l'organisme se débarrasse complètement du virus. Et c'est ainsi, si tout le monde respectait les règles, quand on diagnostique quelqu'un positif, ou bien quand on pense que quelqu'un est en contact avec le virus, on l'isole ou bien on le met en quarantaine. Et ça aurait permis de gérer cette épidémie. Alors nous avons recueilli quelques questions de nos téléspectateurs. Nous allons vous les poser et vous allez bien sûr les répondre. Alors, est-ce que les femmes sont plus exposées au Covid-19? Alors, si on regarde les statistiques actuelles, on voit qu'il y a plus d'hommes. Par exemple, si vous prenez le cas du Burkina, on voit qu'il y a plus d'hommes affectés que de femmes. Et ce n'est pas lié au corps, genre le fait qu'on soit homme ou qu'on soit femme, mais c'est lié beaucoup plus à nos activités. Les hommes en général sont beaucoup plus actifs, tournent beaucoup et donc ont plus de susceptibilité d'attraper la maladie. Vous avez aussi des facteurs qui rendent vulnérables, à savoir l'hypertension artérielle, le diabète et surtout le tabagisme, qui est beaucoup connu chez les hommes, donc il peut expliquer que les hommes soient plus atteints. Donc les hommes sont actuellement, en tout cas si on regarde les statistiques, sont les plus touchés. Et on continue à faire aussi des recherches pour pouvoir expliquer pourquoi les hommes sont plus touchés. Peut-on porter le virus pendant plusieurs mois sans développer les symptômes? Alors, quand quelqu'un rentre en contact avec un germe donné, il y a une période au cours de laquelle la personne va développer la maladie ou ne pas développer. On s'est rendu compte que c'est 14 jours. En fait, c'est entre 10 et 12 jours. On a ajouté 2 jours d'intervalle de sécurité. Mais c'est au cours de cette période que la personne va développer la maladie. Si la personne ne développe pas la maladie, ça veut dire que soit la personne était un cas asymptomatique, soit que la personne n'était vraiment pas en contact avec la maladie. Donc ce n'est pas des mois, c'est juste 2 semaines au cours desquelles la personne va développer la maladie ou n'est pas développée. Mais étant donné que c'est un virus qui est nouveau et récent, est-ce que cela n'est pas possible? Soit, je dirais que non, à la base des données que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi justement, quand nous venons, par exemple à la télé pour parler aux gens, nous parlons avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de prudence, parce que ce que tu as dit aujourd'hui peut redevenir faux avec l'évolution de la science, avec les nouvelles découvertes qu'on fait. Et donc c'est pourquoi je dis, à l'étape actuelle, en tout cas on n'a pas vu des gens porter des réservoirs, c'est-à-dire des gens qui ont été positifs pendant de très longues périodes. Donc je peux dire qu'à l'étape actuelle, non, on ne porte pas le virus de façon chronique. Il n'y a pas de cas chronique de Covid à ce jour connu. En tout cas, pas sur la base de la littérature que j'ai lue en ma possession. D'accord. Alors, une de nos abonnés déclare: Docteur, j'ai la sinusite et je m'inquiète. Puis-je développer une forme sévère du Covid-19? Ok. À ce jour, on n'a pas identifié les patients ayant la sinusite comme étant des patients qui ont COVID, qui sont à risque, qui sont plus vulnérables que les autres. Donc je pourrais lui dire de ne pas vraiment trop s'inquiéter, mais il peut prendre attache avec son médecin ORL pour plus d'informations. Ce que je peux dire, c'est que après
à la base des données que nous avons aujourd'hui, c'est les personnes âgées, les diabétiques, les hypertendus, les fumeurs, les patients qui prennent les médicaments contre le cancer, par exemple, puisque ça déprime le système immunitaire. Donc ça rend le système immunitaire faible et c'est ça qui peut être des risques. Et il y a aussi les patients qui sont sous immunosuppresseurs. Il y a des gens qui ont eu une greffe d'organes et qui doivent donc prendre des médicaments pour éviter le rejet de l'organe qui leur a été greffé. Et ces gens-là sont donc des patients à risque. Ils sont plus vulnérables parce que si le virus rentre en contact avec eux, leur système immunitaire n'est pas assez puissant pour réagir. Et ce sont ces gens-là qui sont à risque et ils doivent être beaucoup plus prudents, éviter au maximum les contacts et tout, pendant en tout cas cette période-là de la maladie. Nous rappelons à nos abonnés que vous avez la possibilité d'échanger et de poser vos questions en direct au docteur Mouni Niaouni. Docteur, dites-nous, à ce jour, est-ce qu'un enfant a déjà été contaminé de la COVID-19 au Burkina Faso? Alors, selon les données qui sont en possession, je ne pense pas. Et si nous nous basons uniquement sur les informations officielles, il est difficile de répondre à cette question. Et voilà pourquoi d'ailleurs nous avons invité ceux qui sont au niveau de la réponse de coronavirus, l'équipe même de réponse, de donner plus de détails au niveau des informations qu'ils donnent. Si par exemple, en plus de dire il y a tant de femmes et tant d'hommes, on pouvait dire qu'ils sont classés par tranche d'âge, ceux qui ont plus de 60 ans, voici ceux qui sont entre 40 et 50 ans, ceux qui ont moins de 20 ans et tout, ça permet d'avoir de meilleures informations sur les populations actuelles qui sont contaminées et tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand nous faisons les activités au niveau des communautés, quand nous faisons les sensibilisations, quand nous approchons les gens pour leur parler du coronavirus et tout, il y a des gens qui pensent toujours que leurs enfants sont protégés, ils laissent les enfants courir dans la rue, les enfants s'amuser, alors qu'on a trouvé aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays des enfants qui sont tombés malades, des enfants qui portent les germes et tout, sauf qu'ils sont moins symptomatiques, ils présentent moins les formes graves que les adultes, sinon ce n'est pas que les enfants ne tombent pas malades. On a vu même des cas où les enfants sont décédés suite à COVID-19. Ce n'est pas encore arrivé au Burkina, mais il faut prendre les précautions. Il faut protéger ces enfants en leur donnant les conseils qu'il faut, en étant responsable d'eux, en leur faisant occuper sainement leur temps pour éviter justement la propagation de la maladie. Parce que justement, si les enfants tombent malades et qu'ils ne présentent pas la forme sévère, ce n'est pas sûr que s'ils reviennent à la maison et que vous prenez cette maladie, vous n'allez pas développer la forme grave. Donc, soyons prudents avec les enfants. Docteur, est-ce que l'alcool seul suffit en fait à désinfecter les mains? Alors, oui, l'alcool seul suffirait. Parce que l'alcool est d'ailleurs le principe actif au niveau du gel hydroalcoolique qui permet de détruire le virus. Les autres ingrédients qu'on met dans les gels hydroalcooliques, c'est pour la consistance et c'est pour que ça nous... Parce que l'alcool peut irriter la main, on met le glycérol et tous les autres éléments pour stabiliser en fait, pour que par exemple l'alcool seul ne s'évapore pas et que la conservation devienne plus difficile. L'alcool seul, lui, suffit à désinfecter la main. Et justement, si je n'ai pas de gel hydroalcoolique et que j'ai un peu d'alcool à côté pour désinfecter ma main pour juste un instant, ça ne pose pas de problème du tout. Allons désinfection. Comment peut-on désinfecter une maison ayant abrité un sujet porteur du virus? Alors, en général, les gens, le service d'hygiène utilise les solutions à base de chlore ou bien les solutions hydroalcooliques justement pour désinfecter la maison. Mais vous-même, déjà avec l'eau et du savon, vous pouvez nettoyer votre maison et la désinfecter. Vous pouvez utiliser l'eau de Javel qui est diluée et vous pouvez désinfecter votre maison. Donc, c'est simplement avec ce que vous utilisez habituellement, vous détruisez le virus et votre maison est clean.
N'allez pas chercher des solutions extravagantes ou extraordinaires. Ça se trouve à votre portée. Le savon, l'eau de javel, ça suffit largement. Y a-t-il une fréquence à respecter? Nettoyer le matin, midi et le soir, ou bien une seule fois par journée quand même suffirait à désinfecter bien la maison? Alors, il faudra dire que le rythme de désinfection dépendra du rythme d'infection ou de contamination en fait. Si j'ai un patient qui est malade chez moi, il doit respecter les règles de confinement, de quarantaine et tout si vous voulez. Il a sa chambre et tout. S'il n'utilise pas les autres chambres et tout, désinfecter régulièrement chez lui, c'est déjà très bien. Ça, c'est largement suffisant. Ce n'est pas une question de rythme de désinfection, mais c'est une question de respecter, désinfecter les surfaces contaminées à chaque fois qu'on peut. Ce n'est pas de tomber dans la paranoïa et désinfecter tout le temps, chaque minute, mais la personne même qui est infectée doit respecter les règles pour éviter de propager son virus et de façon régulière. On doit une fois ou deux fois par jour, c'est déjà très bien si on a quelqu'un d'infecté dans la maison. Mais il faut régulièrement laver les mains. Il faut régulièrement nettoyer les surfaces comme les poignées de main et des portes, comme les tables et autres au niveau desquelles les gens viennent. Et c'est comme ça qu'on pourra éviter le virus. Alors, est-ce qu'il est possible de manger avec une personne sans être contaminé? Un sujet positif au Covid-19. Alors, la contamination par rapport à Covid-19 n'est pas liée à la nourriture que vous mangez ensemble, n'est pas liée au fait que vous mettez la main dans le même plat. Covid-19 ne se prend pas comme ça. Il se prend par les gouttelettes de salive, les gouttelettes provenant des voies aériennes respiratoires à travers l'éternuement, la toux et tout. Et donc si vous êtes très proche de quelqu'un pendant le repas et que la personne tousse, la personne parle ou la personne éternue, en ce moment vous pouvez prendre la maladie. Voilà pourquoi on demande aux gens de garder les distances d'au moins 1 mètre. Mais il faut même dire que si tu pars prendre sur le site de CDC, et ils recommandent jusqu'à 2 mètres. Donc le respect de la distanciation sociale est un facteur essentiel pour éviter de prendre le coronavirus. Donc je ne recommanderais pas que les gens mangent ensemble dans le même plat, sur les mêmes tables, en ne respectant pas les distances requises, parce que c'est un risque. Et ce risque, il faut être précis, ce risque n'est pas lié à la nourriture elle-même, au plat, au fait de mettre la main dans le même plat, mais il est lié à la proximité et à l'ensemble des gouttelettes que vous pourrez produire et qui pourraient être inhalées par les autres qui sont autour de vous. Chers abonnés, vos réactions sont toujours attendues. Faites comme ceci. Alors, docteur, Burkina, le ministère de la Santé recherche 4 passagers ayant fui leur confinement. Ouagadougou, 14 avril 2020, le ministère de la Santé recherche 4 passagers du vol spécial Tunis Air du 9 avril ayant déserté leur lieu de confinement alors qu'un autre passager du même vol a été testé positif au coronavirus. Docteur, qu'est-ce qui peut justifier ce type de comportement selon vous? Alors, c'est vraiment déplorable que les gens ne respectent pas les consignes du confinement. Mais pour expliquer ce comportement, il faut se dire qu'il y a beaucoup de facteurs. D'abord, ça dépend de où est-ce qu'ils ont été logés, les conditions dans lesquelles ils sont logés. Ça dépend de la préparation psychologique. Est-ce qu'ils ont été assez bien préparés pour comprendre la nécessité d'être confinés? Est-ce qu'ils ont été assez bien préparés? Est-ce qu'ils sont accompagnés assez pour expliquer les raisons, comment on appelle ça, l'importance de rester confiné pendant une période donnée? Au-delà de ça, il peut y avoir aussi de l'irresponsabilité.
Les gens ne se sentent pas assez responsables, les gens ne réalisent pas que, par exemple, en quittant justement ce confinement-là et en allant chez vous en famille, si vous portez le virus, vous exposez tous les membres de votre famille. Si vous partez à la maison avec ce virus, vous exposez les gens que vous aimez, vous exposez votre quartier, vous exposez votre ville, vous exposez votre pays. Donc c'est une question de responsabilité individuelle encore, mais il faut aussi partager les responsabilités et dire que ceux qui s'occupent des gens en confinement doivent prendre le temps de très bien les préparer et de les accompagner pendant tout le processus pour qu'ils ne se sentent pas seuls, pour qu'ils ne se sentent pas isolés, pour qu'ils ne se sentent pas délaissés. Et c'est ainsi qu'ils pourront garder les gens dans les lieux de confinement. Et ça va aider tout le monde à éviter la propagation de la maladie. Ne peut-on pas justifier ce comportement-là par la stigmatisation souvent qui est derrière cette maladie? Alors, justement, si la personne qui est infectée ou bien qu'on pense être suspecte, qu'on pense avoir été en contact avec le virus, ne se sent pas bien, ne comprend pas pourquoi il doit être confiné et tout, il va justement réagir en n'adhérant pas. Tout ça, c'est le manque d'adhésion aux règles. Et cela peut être lié justement au processus mental. Si la personne se sent stigmatisée, se sent mise à l'écart, si la personne pense qu'on la traite avec dédain, c'est normal qu'elle réagisse comme ça. Je pense qu'il ne faut pas juste avoir une posture accusatrice, juste dire que c'est des irresponsables, juste dire qu'ils n'ont... Voilà. Non, il faut partager les responsabilités. Et voilà pourquoi il faut prendre beaucoup de temps pour communiquer avec les populations, pour qu'elles comprennent ce que les différentes caractéristiques de la maladie, pour qu'elles comprennent qu'il n'y a pas de raison de paniquer, il n'y a pas de raison d'avoir peur inutilement. C'est vrai, coronavirus existe, coronavirus peut tuer, mais coronavirus est une maladie bénigne. Coronavirus est une maladie au cours de laquelle, sur 100 personnes, il y a 80 qui vont manifester la forme bénigne. D'accord? Et donc, les gens n'ont pas à avoir peur. Mais tout ça, il faut une bonne communication. Il faut un bon contact entre les responsables et les populations, de sorte qu'ils puissent comprendre la maladie. Estimez-vous que l'échelle de communication sur le Covid-19 au Burkina Faso soit suffisante de telle sorte à ne point tomber ni dans la discrimination ni dans la stigmatisation? Alors ça, c'est une grosse question. Alors, si je me base sur ce que je vois actuellement, où des gens appellent pour dire, par exemple, docteur, est-ce qu'en buvant l'alcool, ça me permet d'éviter le coronavirus? Si les gens disent que, même au village, par exemple, j'ai fait une émission à la radio il n'y a pas longtemps, où quelqu'un a appelé pour dire qu'au niveau des banques, dans leur localité, le simple fait qu'on utilise le thermoflash pour voir leur température a amené d'autres personnes à avoir peur d'eux, a amené des gens à refuser d'aller dans ces institutions-là parce qu'on utilise le thermoflash. Ce qui veut dire que la communication jusqu'à présent reste à améliorer. Et ce que vous devez savoir, la communication en temps de crise, dans cette situation particulière, doit être dynamique. Ça veut dire qu'on communique, on regarde la réaction des gens par rapport au message que nous avons envoyé et on réadapte le message en fonction des réactions des communautés. C'est quelque chose de dynamique, de progressif et je pense qu'on a beaucoup de choses à faire encore pour que les communautés puissent comprendre et adhérer au message. L'une de nos charmantes abonnées, Isabelle Nikéman, demande: docteur, boire beaucoup d'eau peut nous aider à lutter contre le coronavirus? Alors, il faut dire que boire de l'eau suffisamment, réhydrater suffisamment son corps est très important pour la santé. Cependant, à ce jour, je n'ai pas lu dans la littérature que boire l'eau est un facteur particulier pour nous aider à lutter contre le coronavirus. Mais devant toute maladie où on peut avoir de la fièvre,
où on a des difficultés respiratoires et autres, c'est toujours bon d'être très bien hydraté. Ça aide toujours l'organisme à mieux se porter. Arnaud demande, docteur, pourquoi on nous fait peur avec la COVID-19 alors que le palu tue plus que ce virus? Alors, normalement, on ne devrait pas nous faire peur. On ne devrait pas nous faire peur par rapport à coronavirus parce que, justement, comme il l'a dit, elle est moins létale, elle tue moins de gens. Il y a beaucoup de choses qui tuent plus que le palu. La pollution atmosphérique, les accidents, le paludisme, le VIH-Sida, la tuberculose sont des exemples de maladies qui tuent plus que Covid-19. Mais il y a certaines dimensions qui dépassent la mortalité dont il faut tenir compte. Alors, je pourrais dire à M. Arnaud, c'est bien le nom, M. Arnaud, c'est oui, ça? C'est ça. Je pourrais dire à M. Arnaud que si tu as le palu, tu peux quitter Ouaga, aller jusqu'à Washington sans contaminer une autre personne. Mais quand tu as le palu, quand tu as coronavirus, tu ne peux pas voyager sans contaminer d'autres personnes. Ce qui fait que les gens sont très prudents. C'est parce que le coronavirus est très contagieux et que votre simple présence dans un milieu, si vous ne respectez pas les mesures, vous pouvez prendre la maladie ou contaminer les autres. C'est ce qui fait que on est obligé de prendre le Covid-19 très au sérieux, mais on ne doit pas tomber dans la panique et dans la peur inutile. L'une de nos fidèles abonnés, Edith Nikima, vous remercie l'équipe de Kulu Stream déjà pour l'émission et demande à savoir, les personnes qui ont quitté leur lieu de confinement, n'est-il pas lié à une peur d'être stigmatisé par leur entourage? C'est possible. Il faut dire que c'est bien possible que ces gens puissent, justement par peur d'être stigmatisés, préfèrent fuir et tout. Mais c'est plus lié à un manque de communication, à un manque de préparation de ces gens-là, qui certainement n'ont pas compris la portée du confinement et n'ont pas compris la portée de l'acte qu'ils posent. Parce qu'en fuyant, ils mettent leur famille en danger, ils mettent beaucoup de gens en danger en ne respectant pas ces consignes. Et donc, ça peut se gérer par une bonne communication sur la maladie, ça peut se gérer en ayant de meilleures conditions de confinement. Et ça, c'est aussi bien au niveau individuel qu'au niveau décisionnel. Voyons que la stigmatisation revient toujours et je pense qu'il faudrait rappeler aux populations que la COVID-19 n'est reliée en aucun cas ni à une ethnie, ni à un groupe religieux, docteur. Oui. Encore une fois, on ne va pas finir de communiquer assez, de sensibiliser assez les gens par rapport à cette question. Vous savez, le Burkina Faso devrait justement apprendre des erreurs d'autres pays. Je pourrais prendre l'exemple de la Guinée, où des agents de santé ont même été tués quand ils sont partis pour sensibiliser sur Ebola. Et cela est simplement dû au fait que les gens avaient très peur. Cela est dû au fait que dans rumeurs, les fake news avaient amené les gens à dire que les agents de santé ont pris l'argent du blanc, l'argent des pays occidentaux, pour prendre le virus et passer contaminer d'autres personnes. C'est la même chose au Burkina. On ne doit pas tomber dans cette erreur-là en stigmatisant non seulement des groupes ou bien des malades ou bien des religions. Parce que le problème que ça pose, justement, c'est que ça fragilise encore plus la cohésion sociale, ça fragilise notre vivre ensemble et il faudra communiquer encore sur la maladie en différentes langues, en utilisant les leaders religieux, les leaders traditionnels, les leaders d'opinion au niveau des communautés, pour que les gens puissent bien comprendre et qu'on évite de tomber dans la stigmatisation qui peut être très très grave.
Nous devons aujourd'hui éviter bien sûr cette stigmatisation parce que nous sommes solidaires, c'est l'humanité tout entière qui fait face à ce virus-là. Votre mot de fin, docteur? Alors, je voudrais encore vous remercier pour l'opportunité que nous avons d'échanger avec les communautés. Je les remercie pour l'intérêt qu'ils portent à cette émission. Mon message est simple. Quand tu regardes la propagation du virus dans notre pays, tu te rends compte que malgré les mesures prises, le virus continue d'avancer. Ce qui veut dire que notre responsabilité individuelle est engagée. Ce qui veut dire que vous qui me suivez, nous qui parlons aujourd'hui à la télé, nous sommes tous responsables de la victoire face à coronavirus. Il n'y a pas de super-homme. Tout le monde peut être malade. Tout le monde peut contaminer d'autres personnes. Et étant donné que les gens asymptomatiques aussi peuvent transmettre la maladie, il est de la responsabilité de chacun de respecter les consignes afin que nous puissions remporter la victoire face à coronavirus. Merci encore. Merci, docteur, de répondre toujours présent à notre invitation. Vous avez des questions sur le coronavirus? Eh bien, posez-la. Toute l'équipe de rédaction de Polus vous reçoit au numéro, je cite, 64 09 31 96. Je répète, le 64 09 31 96. Posez toutes vos questions par message ou par WhatsApp. Nous ferons l'effort de répondre au maximum à toutes vos questions et préoccupations. Au revoir et à vendredi pour un autre numéro de Santé Plus.